Dans la série de romans Everworld de l'écrivaine américaine Catherine Alice Applegate, un groupe d'adolescents se retrouve projeté dans un monde parallèle dangereux, peuplé des dieux de la mythologie. Alors qu'ils tentent de rentrer chez eux à tout prix, l'un d'entre eux, Jalil Sherman, fait face à un dilemme unique. Dans ce nouveau monde, il ne souffre plus des tocs qui lui pourrissent habituellement l'existence. Raphaël, lui, n'a pas la chance de pouvoir se réfugier dans une réalité alternative. Il a une vie de couple, un boulot prestigieux, des amis. Mais dans ce monde-là, ses obsessions vont prendre toute la place. Vous écoutez Transfert, épisode 298, un témoignage recueilli par Louise Nguyen. Je grandis dans une famille, somme toute, assez classique, classe moyenne, je dirais. Mon père est consultant en ressources humaines indépendant. Ma mère est institutrice et voilà, c'est plutôt un cadre de vie idéal. Enfant, je développe un trait de personnalité assez particulier. Je suis très attaché à certains objets comme les livres. Et il est important, au moment où je quitte ma chambre, c'est dans ma chambre que sont mes livres, qu'ils soient parfaitement ordonnés et qu'il n'y ait pas de poussière dessus. C'est-à-dire qu'au moment où je sors de ma chambre, où je vais dehors pour faire une activité ou une autre, je me dis que ce serait quand même mieux que les livres soient rangés, qu'ils soient dépoussiérés. J'ai du mal à caractériser exactement, je n'analyse pas, ça ne répond à rien de particulier, simplement une sorte d'appel qui vient de l'intérieur et une petite forme d'angoisse. Je n'analyse pas ce phénomène, simplement je le vis. Et j'essaye de le contrer en prenant toujours 1 minute ou 30 secondes pour ordonner les livres comme je voudrais qu'ils soient. En 2007, j'ai 14 ans, je rentre au lycée au mois de septembre et quelques semaines avant mon arrivée au lycée, mes parents divorcent. C'est une période que je vis très mal. Pendant les quelques mois qui précèdent le divorce, mes parents font chambre à part, ils ne se parlent plus. Quand ils se parlent, c'est très conflictuel, c'est même violent. Je ressens un sentiment d'impuissance et aussi une peur, parce que c'est tellement violent que je ne sais pas jusqu'où ça peut aller et que j'ai peur. C'est violent dans les mots qui sont prononcés. Il n'y a jamais de coups qui sont assénés de l'un envers l'autre. En revanche, la violence verbale est très forte et finalement, le divorce est presque un soulagement. Dans le cadre du divorce, il est décidé que c'est chez ma mère que moi et ma sœur allons vivre à partir de maintenant. Au moment où on déménage, j'arrive dans une nouvelle maison où je ne me sens pas bien. Ce ne sont pas les repères qui sont les miens et dans lesquels j'ai vécu. Et je découvre un contexte qui est celui du lycée, avec beaucoup de changements. Donc c'est une période de grand bouleversement pour moi. J'essaie d'exprimer par des comportements toute la violence et la colère que je ressens vis-à-vis de mes parents. Et comme je suis chez ma mère, c'est d'abord contre elle, envers elle, que ces comportements s'expriment. De façon très simple, j'évite de toucher les objets qu'elle a touchés. Ça commence par les poignées de porte. Dans les premières semaines de l'emménagement dans cette maison, je ressens au moment d'ouvrir la poignée de la porte le même inconfort que celui que je pouvais avoir quand mes livres étaient mal alignés. Pendant quelques jours, ça n'est qu'un inconfort. Les jours passent, ça devient une difficulté de toucher la poignée de la porte. Les jours passent, ça devient une impossibilité d'ouvrir la poignée de la porte avec ma main. Je dois recourir à un mouchoir, à un gant, à un bout de bois. Au moment où je touche la poignée de porte, j'ai le sentiment d'avoir touché quelque chose de très sale. Et c'est une sensation que je ressens physiquement sur ma main et qui génère l'envie de me laver la main. C'est une forme de contamination particulière parce que c'est pas la peur d'attraper une maladie parce que la poignée de la porte serait objectivement sale. C'est un moyen de défense contre une violence que j'emmagasine depuis trop longtemps et que je ne sais pas évacuer autrement que par ce comportement de rejet et qui s'exprime par ces petits gestes, par cette difficulté à toucher certains objets et par ce besoin ensuite de me décontaminer en me lavant les mains. Les objets qui peuvent être contaminés sont tous les objets que je vais voir ma mère manipuler. Les poignées de porte, les couverts, le pommeau de douche, parce qu'on n'a qu'une douche et que, évidemment, elle se douche à cet endroit et moi aussi après. Tous ces objets que je l'ai vu toucher ou que je l'imagine toucher deviennent des objets contaminés et donc contaminants. Je prends un exemple, j'ouvre la poignée de la porte avec la main. Si après je touche un autre objet, comme j'avais la main contaminée, eh bien je contamine l'objet. Donc le schéma, il est de je touche un objet qui est contaminé, ma main est contaminée, je dois me décontaminer la main par un lavage. Et évidemment, ça crée une tension exacerbée à la maison puisque ma mère voit que je n'arrive plus à toucher les objets qu'elle touche, que je me lave les mains
dès que je touche un objet qu'elle vient de toucher, s'énerve, croit que je la provoque, le prend mal et donc la violence est décuplée. Ces rituels, ils se cantonnent à la maison, où forcément le climat devient de plus en plus pesant pour moi, de plus en plus anxiogène, parce que n'importe quel objet peut être contaminé. Si je vois ma mère dans ma chambre, je vais avoir une montée d'angoisse très forte, parce qu'elle va contaminer mes affaires personnelles. Donc la maison devient un endroit difficile. Je passe de moins en moins de temps à la maison. Ces comportements me laissent tranquille au lycée, ma mère n'y est pas. Je ne parle à personne de ce problème. Et ces comportements me font souffrir. Je souffre de cette angoisse permanente. J'ai le sentiment de résister à une situation qui est injuste, à la violence de ce divorce dont je ne suis pas responsable. Je justifie comme ça ces comportements. Voyant que la communication est rompue, mes parents décident de m'emmener voir une psychologue. Je refuse dans un premier temps et finalement, je finis par accepter en disant: «Très bien, j'y serai physiquement, mais je ne dirai rien à la psychologue» et je me tiens à ce programme et je ne parle pas à la psychologue et donc les séances sont assez gênantes puisqu'elle parle toute seule et je ne parle pas et après il y a un débriefing avec ma mère, en l'occurrence, et je vois le visage de ma mère se décomposer parce qu'elle, comprend que ces séances, ne servent pas. Et donc, ça ne fait qu'aggraver les choses vis-à-vis de mes parents, qui pensaient trouver là une solution et qui n'en est pas une, donc ça n'arrange rien. Voyant que ça ne marche absolument pas avec cette première psychologue, ils décident de m'emmener voir un psychiatre. Et là, symboliquement, ça n'est pas du tout la même chose. On a beau être un adolescent, on sent bien que derrière le mot psychiatre, il y a le mot folie. C'est le médecin des fous, c'est la représentation que j'ai à ce moment-là. Et donc je vis très mal ce passage de la psychologue au psychiatre et je ne change pas de comportement, je reste mutique. Mais le psychiatre que je vois comprend ce qui est en train de se jouer. Il comprend que je suis absolument pas demandeur, il comprend qu'il y a une situation délétère et il accepte de jouer le jeu vis-à-vis de mes parents, c'est-à-dire il accepte de me recevoir pendant 1 heure, de ne pas parler. On parle d'autre chose, on parle du match de foot, on parle de mes amis au lycée, on parle de tout sauf du problème. Et c'est une manière de me laisser en paix vis-à-vis de mes parents. Il accepte de jouer ce jeu-là. Cela étant, à la fin de toutes les séances, il me pose invariablement les 2 mêmes questions. De quoi rêvez-vous? Et où en êtes-vous des rites obsessionnels? Comme je ne suis pas demandeur, je réponds à côté. En plus exactement, je mens, car les rites obsessionnels, ils sont toujours là, ils ne font que s'aggraver. Je sais qu'en lui mentant, je ne m'aide pas. Je n'y arrive pas, je n'arrive pas à m'ouvrir à cet homme en qui j'ai confiance. Pour autant, c'est trop difficile, il y a trop de colère, il y a trop de douleur que je n'exprime pas, y compris face à quelqu'un qui est bienveillant envers moi, qui veut m'aider, mais je n'y arrive pas. Je suis persuadé qu'en m'éloignant physiquement de mes parents, le problème va partir. En 2010, j'ai 17 ans, je passe mon bac et donc je décide d'intégrer une classe préparatoire. Je quitte la région où j'ai grandi et je vais dans une autre ville, pas très loin, mais tout de même assez loin pour prendre mes distances et surtout ne plus avoir besoin d'habiter chez mes parents. Dès que je quitte le domicile de mes parents, ça va immédiatement mieux. Je vis une nouvelle expérience, la classe prépa, je sais que ça va être difficile, donc les liens se resserrent. En tout cas, le climat délétère s'évapore et c'est une période que j'aborde plutôt de façon positive. Les premières semaines en classe prépa se passent bien. Je comprends très vite que c'est une autre paire de manches par rapport aux années de lycée, que je vais devoir beaucoup travailler. Les matières qui sont enseignées sont passionnantes. Je découvre des gens passionnants, donc je vis plutôt bien. Évidemment, il y a peu de loisirs, il y a beaucoup de stress et beaucoup de fatigue. On a tendance à vouloir travailler la nuit, à vouloir travailler, voilà, à apprendre par cœur des tas de choses. C'est pas forcément opérant, mais ça génère en tout cas de la fatigue. Et comme il y a des épreuves, des devoirs surveillés toutes les semaines, il y a du stress aussi. Mais dans l'ensemble, ça commence bien. Le stress et la fatigue qui caractérisent les débuts de ma classe préparatoire, ils ont un effet sur les comportements qui étaient nés du divorce de mes parents et ils s'accentuent. C'est-à-dire que je ne suis plus chez mes parents, donc les objets qui touchaient, il n'y en a plus. En revanche, la mécanique qui générait ces comportements, elle est toujours là. Il ne s'exprime plus sur des objets que touchaient mes parents ne sont plus là. En revanche, il s'exprime sur d'autres choses. Et ces comportements se multiplient. Les objets qui me posent problème quand j'arrive en prépa sont beaucoup les livres, qui ont une constante dans ma vie. J'ai un problème avec les livres d'occasion, qui peuvent être tachés. Si un livre est taché et que je suis en train de l'étudier, il faut que j'aille me laver les mains, tout simplement.
Je les couvre, du coup, ça aussi c'est un autre comportement, c'est que je couvre mes livres. Donc j'achète du papier, voilà, pour recouvrir mes livres, que sur les livres d'occasion. J'ai un problème avec les chaises aussi, mais il y a pas de rationalité là-dedans. Devant une chaise qui me revient pas, j'ai cet inconfort qui se transforme de plus en plus en angoisse et l'angoisse de plus en plus forte me donne un besoin de plus en plus impérieux d'aller me laver les mains ou de changer de chaise. Une personne dont la tête ne me revient pas, si je lui serre la main, j'ai la sensation de contamination sur la main, donc il faut que je me lave, la main. J'étudie ma leçon, la veille d'un devoir et une pensée qui vient, absolument incontrôlée: «Tu as raté ton examen». Impossible de continuer à travailler sur mon cahier tant que j'ai pas évacué cette pensée par un lavage et donc je me lève, je quitte, ma chaise, je vais aux toilettes et je me lave les mains. Mais comme je suis fatigué et anxieux à cause de la prépa, bah, un lavage ne suffit pas. Il va en falloir un deuxième. Quand je suis très fatigué, il en faut un troisième. Et le problème, c'est que ces 3 lavages deviennent la base de la fois suivante. C'est-à-dire que à partir du moment où je me lave les mains 3 fois, et ben, la fois d'après, qui sera peut-être dans 5 minutes, peut-être le lendemain, et ben, là-bas, ce sera 3 lavages. Et donc, ça devient très chronophage, angoissant. Quand je fais mes rituels, je souffre 2 fois. C'est-à-dire que je souffre une première fois parce que je touche un objet contaminé, j'ai une mauvaise pensée, j'ai une montée d'angoisse, donc je souffre, je vais l'évacuer. Et je souffre une deuxième fois parce que quand je me lave les mains, j'ai la conscience de toucher le fond. Je subis véritablement et là je comprends qu'il y a un problème puisque j'étais persuadé avant d'arriver en prépa que le problème partirait de lui-même en changeant de contexte. Je constate que ce n'est pas le cas. Ce logiciel, appelons ça un logiciel, il est installé et il me mange petit à petit et il me contraint à passer de plus en plus de temps à faire des lavages, à laver des objets et il m'occupe de plus en plus l'esprit. Je suis de moins en moins tranquille, dans ma vie puisque toute rencontre, tout déplacement peut générer ce besoin de me laver les mains. Je commence à avoir le pressentiment de quelque chose, que je ne contrôle pas. Non seulement que je ne contrôle pas, mais qui me contrôle. Je fais très attention à ce que ces comportements ne se manifestent pas devant mes camarades. Je veille à me laver les mains discrètement en faisant passer mes lavages de mains pour des passages aux toilettes, mais je fais très attention à ce que personne ne décèle quoi que ce soit. Donc je me surveille beaucoup, mais même si je veux me surveiller au maximum, parfois j'ai ce besoin impérieux de laver quelque chose qui survient et donc mes amis voient des choses. Un jour, mes amis viennent me voir dans ma chambre d'internat, à l'improviste et la catastrophe, je n'ai pas caché mon chargeur. Ce chargeur est contaminé parce que, par inadvertance, je l'ai mis dans une zone de ma chambre qui est contaminée et que je n'avais pas nettoyée. Et donc, cette zone contaminée a contaminé le chargeur. Et précisément, quand il se retrouve là où il ne doit pas être, mes amis arrivent dans ma chambre. Ils s'installent sur le lit, sur la chaise, certains restent debout. Et je me liquéfie parce que je me dis: «Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais il y en a un qui touche le chargeur?» Et là, je commence à suer, je suis très concentré là-dessus. Et évidemment, arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire que pour se donner une contenance, un de mes amis prend le chargeur et l'enroule autour de ses doigts. Il repose le chargeur et je regarde tout ce qui touche et je me dis: «Dès qu'il parte, il faudra que je lave tout ce qu'il a touché». Et il touche tout et c'est la catastrophe et je dis: «Mais il contamine toute la chambre». Et donc je vis très mal ça et mes amis perçoivent, cette gêne et ils me demandent: «Mais qu'est-ce que tu as Raphaël? Tout allait bien, il y a 30 secondes et là tu as l'air mal». Et je mens. Je dis: «Oui, je viens de penser que, faut que je rappelle, ma mère, il y a quelque chose d'urgent». Enfin je botte en touche systématiquement et ça ne nuit pas à ma vie sociale, ça ne nuit pas à mes résultats scolaires. C'est en parallèle de tout ça que s'accumule une souffrance, très forte finalement, mais dont je ne souffre pas dans ma vie sociale et dans mes résultats scolaires. Au fil des semaines et des mois, même si les résultats scolaires sont plutôt bons, que ma vie sociale est épanouie et épanouissante, au niveau des rituels et des pensées, je ne contrôle plus rien. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, notamment à l'approche des concours blancs. Il y a à intervalles réguliers des mises en situation pour préparer le concours. Et là, le stress et la fatigue sont à leur maximum. Et plus on approche des concours, plus le stress monte évidemment et plus les rituels deviennent envahissants, au point qu'il y a des soirs où je n'ai pas le courage de sortir parce que j'ai peur en fait des situations qui peuvent se présenter à moi en sortant et je préfère ne pas aller boire un verre avec mes amis parce que je crains ce qui peut se passer dehors. La veille d'une épreuve, je sens que je vais me planter, donc je suis très stressé. Je travaille encore plus pour compenser mon retard.
Mais beaucoup de mauvaises pensées m'assaillent au moment où je révise, au point que je me lève et je passe 45 minutes à me laver les mains. Ce sont des douches collectives, des WC collectifs, puisque je suis en internat. Au moment où j'arrive pour commencer à me laver les mains, il y a un camarade de classe. Et je commence à me laver les mains, je vide le tube de savon, tellement la sensation de saleté est forte qu'elle ne part pas. Malgré 10-15 lavages, il n'y a plus de savon. On est l'hiver, j'ai la main en lambeaux, je vois des bouts de peau qui s'écartent de ma main. Et plusieurs dizaines de minutes plus tard, le même camarade revient. Et il dit: «Mais c'était là depuis tout à l'heure?» Et je dis: «Mais non, je viens de revenir». Et là, je suis mis, finalement face à mon problème, devant autrui, et j'ai une réaction un peu violente et je réponds sèchement. Parce que là aussi, là, je souffre 3 fois. Je souffre parce que j'ai des pensées qui m'assaillent, je souffre parce que j'ai les mains en lambeaux et je souffre parce que je suis humilié devant un camarade. Où est-ce que ça va s'arrêter? Et là, je touche le fond et je prends nettement conscience que je ne contrôle plus rien, que je ne suis plus libre. Et c'est à ce moment-là que je mets progressivement un mot sur ce que j'ai. C'est un acronyme qui se greffe dans ma tête, c'est l'acronyme de TOC, de trouble obsessionnel compulsif. Mais je ne l'assume pas, je ne me l'avoue pas et je ne me renseigne pas. La fin de la prépa se passe bien. J'ai de très bons résultats au concours, des bons résultats que je n'explique pas parce que les rituels sont tellement forts, je perds tellement de temps à me laver les mains, à me torturer l'esprit avec des pensées que je n'explique pas comment je peux réussir mes concours, finalement, sans que ces comportements n'aient de conséquences sur les résultats. J'ai une grande joie à l'issue de ma prépa parce que je réussis mes concours. Et en même temps, à côté de ça, il y a une part cachée qui est terrible, qui est que j'ai un mal qui me ronge complètement, de plus en plus, sans que je n'arrive à enrayer ce processus. Je réussis mes concours, donc je change de ville, j'intègre une école de commerce en région parisienne. Et là, comme quand j'arrive en prépa, page blanche. Page blanche, j'arrive dans un nouveau lieu, nouveau contexte, nouvel environnement, pas stressant parce que autant quand on arrive en prépa, on sait qu'on va beaucoup travailler. Là, j'arrive en école de commerce de façon assez sereine, mais très vite, le logiciel du TOC est très implanté et il faut pas beaucoup de temps pour que les pensées obsédantes et les rituels trouvent leur place dans le nouvel environnement qui est mon école de commerce. Véritablement, avec le temps, je sens que c'est mon cerveau, que ce sont l'omniprésence des pensées qui est la clé, c'est-à-dire que je suis en état d'alerte permanente au-dessus de la tête. Tout peut générer une envie de me laver les mains, ce qui occasionne une hypervigilance où je suis alerte à tout. Le TOC s'aggrave, il est très présent, j'organise ma vie autour du TOC, je mets en place une logique d'évitement dans beaucoup de sphères de ma vie. Il y a des endroits où je suis pas à l'aise, dans Paris, par exemple, le quartier de la gare de Lyon, j'ai beaucoup de mal à m'y rendre, et je ne m'y rends pas. Et quand on me propose un verre ou une soirée à Gare de Lyon, je décline et je dis que j'ai autre chose de prévu. Le problème du chargeur, c'est aggravé depuis la prépa, avec l'aggravation, avec la fatigue, avec le stress de ce chargeur-ci qui était dans ma chambre. Le problème devient progressivement tous les chargeurs d'iPhone, tous les chargeurs blancs. On part d'un objet particulier et avec le temps, ça se généralise à toutes les familles d'objets. Et après, le prolongement du TOC chargeur, ça a été le TOC écouteur. Peut-être parce que l'objet ressemble, qu'un écouteur ressemble à un chargeur, c'est tous les écouteurs qui sont devenus contaminés du jour au lendemain. J'arrive en école de commerce en 2012. J'ai des TOC depuis 2007, donc le logiciel est là depuis 5 ans. Et maintenant, il se rattache à tout et où que je sois, quel que soit le contexte, il est là. En 2015, j'attaque la dernière année d'école, j'ai 22 ans et c'est une année enthousiasmante, parce que le cursus est différent et qu'on est mis en situation, on est mélangé avec des personnes d'autres horizons, donc j'aborde cette dernière année sereinement. Et c'est au cours de cette dernière année d'études que je tombe amoureux d'une fille de ma promotion. On commence à sortir ensemble en mai 2016. La scolarité se termine en juin. Les premiers mois de couple avec cette fille sont idylliques. J'ai le sentiment de vivre la période la plus heureuse de ma vie. C'est la première fois que je tombe amoureux à ce point. Je comprends à ce moment-là qu'en fait, j'avais jamais été amoureux avant, que là, c'est vraiment le grand amour, il est là. Et donc, je suis sur un nuage. C'est un état de plénitude permanent qui n'empêche pas le TOC de s'exprimer, mais il est secondaire. Et donc, la première année est un rêve éveillé. Tout va bien et je suis très heureux, malgré le TOC qui ne progresse plus. Il est là, il est présent, mais il ne s'aggrave plus.
Je prends beaucoup sur moi. Comme j'ai très envie de bien faire, je fais des efforts, c'est-à-dire que je retarde le plus possible les moments où je vais aller me laver les mains pour que ça ne se voit pas. La première situation où je suis mal à l'aise, c'est la première fois qu'elle vient chez moi, dans mon appartement qui est organisé rigoureusement avec une géographie où les objets contaminés sont cachés dans un sac, inaccessible sous le lit. Ils n'en sortent que quand je mets un gant de vaisselle. Et donc forcément, la première fois que ma copine vient chez moi, je dis: «Mais pourvu qu'elle n'ait pas l'idée, de me tendre la main sous le lit et de récupérer le sac où il y a tous les objets, contaminés, parce que là, je ne sais pas comment je vais faire». Au bout d'1 an et demi, les parents donc de ma copine, vont vivre en Chine et libèrent, leur appartement à Paris. Et donc c'est l'occasion pour nous d'emménager dans cet appartement pour faire une économie de loyer. Quand elle me propose d'habiter avec elle pour emménager dans l'appartement, j'ai quand même un capteur qui s'allume en disant: «Ah, ça va changer, la donne au niveau des tocs». Mais ça ne m'inquiète pas, j'ai envie d'habiter avec elle, c'est le prolongement naturel de la situation et de notre bonheur. Mais j'ai dans un coin de ma tête le pressentiment que ça risque de changer des choses. Pendant les premiers mois de notre emménagement, je fais tout en secret, je souffre beaucoup parce que je fais beaucoup d'efforts pour essayer de masquer, pour essayer de retenir mes lavages, mes compulsions, pour essayer que ça n'ait aucun impact sur elle. J'y arrive de moins en moins et donc je souffre beaucoup en silence et j'ai de plus en plus de mal à cacher les comportements étranges, d'autant qu'on est dans l'appartement où elle a grandi. Elle a passé toute sa vie et je n'ai pas envie que l'image qu'elle a de son chez elle soit perturbée. Dans ce nouvel appartement, j'ai une zone où je place les objets contaminés. C'est une zone qui n'est pas cachée, c'est au-dessus du panier à linge. Et un jour, on rentre d'une soirée et précisément, elle pose son sac à main sur le panier à linge. Et la catastrophe, c'est son sac préféré et elle le reprend et elle le met sur le canapé, donc elle contamine le canapé et là, le canapé où j'adore, être, notamment pour lire, je dis: «Mais je vais plus pouvoir me mettre dessus», donc je prends le sac et je le mets, à côté. Je le remets du coup sur la zone contaminée et je prends une éponge, je mets de liquide vaisselle sur l'éponge et je me mets à nettoyer le canapé et là, je le fais devant elle. Elle me demande ce que je fais et je dis, bon, c'est une situation facile, il y avait une tâche, donc j'enlève la tâche. Je sens que je vais dans le mur. Je sens que je vais dans le mur et que viendra un moment où je pourrai plus le cacher. Le temps passe dans cet appartement et je souffre de plus en plus. J'ai de plus en plus de mal à vivre dans cet appartement. Je suis tenté, en fait, d'être le plus possible à l'extérieur. Un jour, je décide de prendre les devants et avant, de passer pour fou, en fait, aux yeux de ma copine, je décide de lui avouer ce que j'ai et donc de façon un peu solennelle, je lui demande d'aller dans le salon. Je lui dis: «J'ai quelque chose à te dire, je pense que tu perçois des choses dans mon comportement que tu ne comprends pas. Je souffre de TOC». Et je lui explique rapidement les thèmes d'obsession, la peur de la contamination, les rituels de lavage, les compulsions de lavage qui sont associés. Elle essaie de comprendre des situations qui se sont passées. «Mais quand tu as fait ça, est-ce que c'était lié à ça, à ce moment-là?» Et très souvent, la réponse était «oui». Et il y avait des tas de situations qu'elle n'avait pas vues et qui s'expliquent par le TOC. Et elle a cette phrase: «Tu es un peu fou, en fait». C'est quand même fort, d'entendre ça, d'autant que c'est très exactement ce dont j'ai peur, hein. Moi-même, j'ai cette peur d'être fou et donc là, elle appuie là où ça fait mal. L'annonce a un effet catastrophique dans notre quotidien. Avant que je ne lui dise que j'ai des TOC, je souffrais tout seul, je prenais énormément sur moi. À partir du moment où je lui dis ce que j'ai, je ne me cache plus. Le problème, c'est que je la fais rentrer, elle aussi, dans mon TOC. Non seulement je ne me cache plus et elle se met à faire des rituels avec moi, voire à ma place. Je lui demande d'arrêter de toucher, un chargeur, d'arrêter de mettre des choses sur la panière à linge parce que c'est réservé aux objets, qui sont contaminés par mon TOC et on organise notre vie en fonction de mon TOC. C'est une fille qui est très coquette et un jour, elle pose son sac dans une autre zone de l'appartement qui est contaminée et je lui demande de jeter le sac. Et c'est le sac qu'elle prenait tout le temps, donc je sais que dès qu'on va sortir, le sac sera là. Excédé par cette pensée, par cette angoisse, je lui demande de le jeter. Mais aussitôt après, je comprends que c'est excessif. J'essaye de le cacher quand même. À défaut de le jeter, je le cache. Bon, elle le reprend et j'ai beau avoir conscience que ça va trop loin, je peux pas m'empêcher de lui demander de jeter le sac. Je vois qu'elle souffre, parce que je la vois résignée. Ça n'est pas forcément verbalisé, mais parfois elle tente de négocier,
et je lui impose et je vois que je lui impose et elle est contrariée, après, je la sens affectée, je le suis tout autant, parce que j'ai parfaitement conscience du mal que je lui fais. Mais là, le toc est trop fort. Je lui obéis et malheureusement, ma copine lui obéit aussi. À l'été 2018, les parents de ma copine qui vivent en Chine reviennent pour les vacances, passent les 2 mois donc, avec nous dans cet appartement qui est suffisamment grand pour accueillir plusieurs personnes. Pour moi, c'est un cauchemar parce que, évidemment, je ne peux pas demander aux parents de ma copine de se laver les mains dès qu'ils touchent quelque chose, d'éviter de s'asseoir à tel ou tel endroit. Donc, je suis obligé de prendre sur moi. Et ma copine utilise cette période pour vivre de manière totalement relâchée, c'est-à-dire pour vivre normalement. Pour moi, c'est un enfer parce que je vois cet appartement se contaminer en quelques jours. Il devient invivable, il ne m'est plus possible. Je ne supporte plus d'y rester parce que on est 4, les gens vont et viennent, ils touchent tout, et je passe le plus de temps possible dehors. Parfois simplement à marcher dans la rue, simplement pour que l'angoisse qui est trop forte puisse s'évacuer. Pendant l'été où les parents sont là, la mère de ma copine s'occupe du pressing. Voulant me rendre service, donc la mère de ma copine met une de mes chemises dans un endroit qui était contaminé de l'appartement. Ça contamine ma chemise et cette chemise atterrit sur un cintre, les cintres de pressing métallique. Et comme je suis dans une phase difficile, il n'a pas fallu longtemps pour que de cette chemise sur ce cintre, ça passe à toutes mes chemises, sur tous les cintres. Là aussi, évitement, j'achète des cintres en bois, parce que j'ai pas de problème avec ça. Ça amène à un toc, qui me pose beaucoup de problèmes, c'est que mes chemises sont contaminées et pour le travail, c'est très difficile à vivre parce que, je travaille, à ce moment-là dans un grand groupe du CAC 40 où le costume, cravate et de mise et donc, ça commence à ce moment-là à devenir difficile pour moi de porter une chemise. Je développe beaucoup plus, de TOC, donc les bouteilles en verre, notamment les bouteilles de vin et c'est un enfer et cette période qui, pour ma copine, est une parenthèse où elle peut souffler, pour moi est une descente aux enfers. Et à la fin de l'été, l'appartement n'est plus vivable. Il est vital pour moi que je retrouve un environnement qui soit vivable. Quand les parents repartent vivre en Chine, il est intégralement contaminé. Je pousse fort pour qu'on prenne un appartement à nous. Quand je propose à ma copine de changer d'appartement, elle est d'accord, elle le vit plutôt bien, elle l'accepte et on le fait. On déménage en décembre 2018 en restant à Paris, dans un autre quartier. Et là, comme ça avait été le cas quand j'arrive en prépa, en école, on arrive dans un appartement pur. Mais voilà, là, le TOC s'est beaucoup renforcé pendant l'été, ça s'est considérablement aggravé. J'exerce sur ma copine une surveillance accrue. Quand je vois qu'elle touche un objet contaminé, je lui demande de se laver les mains. Et donc, finalement, la relation se détériore. L'appartement est plus petit, donc on peut moins s'isoler. Et je sens qu'elle n'est plus heureuse. Peu de temps après notre emménagement dans notre appartement, on décide d'inviter une dizaine d'amis pour passer un samedi soir sympa. Comme ces amis sont bien élevés, je me doute qu'ils vont venir avec une bouteille de vin. Et donc, j'appréhende un peu cette soirée. Évidemment, les 10 arrivent avec une bouteille de vin et là, c'est la panique puisque, en fait, je passe la soirée à regarder comment circulent les bouteilles de vin, à regarder qui les touche, ce que touchent les gens qui touchent les bouteilles de vin et en fait, je traverse la soirée comme un fantôme, à tout retenir parce que je me dis: «Bon, il va falloir tout, décontaminer après, il va falloir tout nettoyer», donc il faut vraiment être attentif à ce qui se passe et pas du tout aux conversations. Et à la fin de cette soirée, donc je suis rincé parce que je retiens tout. Dès que le dernier invité parte, je me rue sur le sopalin, le liquide vaisselle pour commencer à tout, désinfecter. Ma copine me regarde faire et elle a cette phrase, elle dit: «J'avais l'impression qu'il y avait un éléphant dans la pièce et j'étais la seule à pouvoir le voir». Je me hais, en fait, je me hais parce que c'est grotesque, je le sais consciemment. Quand je suis dirigé par mon angoisse, je ne peux pas faire autrement. Ses parents achètent une maison, une résidence secondaire en province. Ma copine y va souvent et ne me propose pas d'y aller. Mais je sens qu'elle veut protéger ce lieu contre mon TOC et donc contre moi. Un soir d'été 2019, c'est un dimanche, elle rentre d'un week-end qu'elle vient de passer avec sa sœur dans cette maison. Je suis sur le canapé en train de lire et dès qu'elle franchit la porte, je vois sa tête. Manifestement, elle venait de pleurer, d'avoir une crise de larmes et instantanément, avant même qu'elle prononce une parole, je prends conscience que là, la fin est proche. Là, il y a une prise de conscience très nette et je comprends ce qui se joue en elle. De manière assez solennelle, je lui demande de s'asseoir à côté de moi et de m'expliquer. Et elle m'explique que dans le train, à l'idée de revenir dans cet appartement, à l'idée de la surveillance, à l'idée des rituels que j'allais lui imposer, elle a fait une crise d'angoisse.
À partir de ce déclic, de ce retour de week-end, pendant cette discussion qu'on a, je comprends que c'est la fin, que si je ne fais rien, je vais la perdre. Et là, je dis: «Bon, là, je peux plus me mentir, il faut que j'aille consulter». Mais dos au mur, pas volontiers, hein. C'est pas elle qui me le demande. Elle exprime son mal-être, mais je comprends à travers l'expression de ce mal-être que ça peut plus durer et qu'il faut que je prenne les choses en main. Je trouve un psychiatre qui a l'air, réputé, et je lui envoie un mail. Je décris pas des comportements, je dis: «Voilà, j'ai un TOC, est-ce que vous pouvez me recevoir?» Bon. Il met quelques jours à me répondre et il me dit, il me une réponse très sympathique: «Le TOC relève plutôt des thérapies comportementales et cognitives. Je ne suis pas formé à cela. Contactez, un autre, thérapeute» qu'il connaissait. Je contacte ce psychiatre qui m'est recommandé et sur Doctolib, je vois que en fait, je ne peux pas prendre rendez-vous avec lui avant un mois parce qu'il est complètement, suroccupé et donc je prends rendez-vous pour dans un mois. Pendant ce mois qui me sépare de mon premier rendez-vous avec le psychiatre, mon couple explose, puisque ma copine ne fait plus d'efforts, rentre dans une phase de rejet, violent. Elle refuse, tout compromis avec, le TOC. Elle, refuse de faire les rituels que je lui demande. Quand elle commence à refuser de rentrer dans le jeu du TOC, je m'écrase parce que j'ai conscience que si jamais je continue à lui demander des choses, c'est fini. Je lui imposais, hein, le diktat, du TOC et du jour au lendemain, ça devient le contraire et donc je me remets à me cacher, à tout faire, tout seul, et à prendre sur moi vraiment le plus possible. Ça aggrave mon TOC et qui, là, envahit tous les domaines de ma vie et notamment un domaine qui était plutôt abrité jusque-là, qui est le domaine professionnel où, voilà, depuis, l'été, de l'année, d'avant, j'ai beaucoup de mal à porter des chemises et donc j'y vais en en pull, col roulé, enfin, j'essaye de trouver toutes les stratégies d'évitement, qui sont les moins visibles, mais ça se voit. Donc j'ai des remarques, je suis angoissé à l'idée d'aller au travail et c'est un chef-d'œuvre d'évitement puisque je fais passer ça sur une forme d'anticonformisme. C'est-à-dire j'en ai marre, il y a pas de raison, j'exprime ma singularité, je me dis: «Mais les pauvres, mais s'ils savaient» et évidemment ça a un impact sur mes résultats, sur ma concentration. Un jour, j'ai un rendez-vous très important avec une personnalité politique, locale. Évidemment, il faut mettre une chemise, je la mets. Ce rendez-vous se passe bien. Je ressens quand même assez fortement l'inconfort qui est lié au port d'une chemise et après ce rendez-vous qui se passe bien, mon chef dit: «Bon, bah, on va fêter ça, on va aller au restaurant» et on se met en terrasse. Il fait plus de 40 degrés. Et évidemment, on est 3 ou 4, on est 3. Tout le monde, 1re chose, enlève sa veste et moi je garde la veste. Je garde la veste, il fait 40 degrés et pourquoi je garde la veste? Parce qu'il est hors de question que je me retrouve, juste en chemise, sur la chaise, je vais penser qu'à ça, c'est pas possible. L'idée même de la chemise me met mal à l'aise donc moins je la vois, mieux c'est. J'ai pas envie que ma main touche la chemise et du coup, quand il y a la veste, bah, disons que j'ai une protection, en plus. Ça amène une scène surréaliste où il fait plus de 40 degrés. Je suis en nage dans mon costume et mes 2 collègues, ils me disent: «Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'enlèves pas ta veste?» et là, c'est une des rares fois où je n'arrive pas à garder la face. C'est-à-dire que là, il y a un problème évident et je trouve aucune excuse, pour justifier le fait que je garde ma veste et donc je passe ce déjeuner à transpirer comme, jamais, je n'avais transpiré de ma vie et à toucher le fond. Parce que là, je me sens humilié devant ma hiérarchie en plus. Quand, le déjeuner est fini et que je remonte dans ma voiture, j'ai ouais, j'ai une crise nerveuse de larmes. C'est pas de la tristesse, c'est simplement un épuisement nerveux. Je n'arrive pas, ne serait-ce qu'à calmer l'aggravation du TOC et je me demande jusqu'où ça va m'emmener. Les difficultés professionnelles, ma copine qui devient méchante, l'épuisement, la fatigue, tout ça amène à un état, d'angoisse permanent et parfois l'angoisse est tellement forte que les rituels ne suffisent pas. Un soir, donc je suis chez moi tout seul et il ne reste plus beaucoup de savon et j'ai une consommation de savon, inimaginable à cause de mon TOC. J'ai les mains en lambeaux, ça devient permanent et ce soir-là, il y a probablement un élément déclencheur assez anodin qui m'amène, devant mon lavabo pour faire mon rituel de lavage et j'ai beau vider le savon et le gel douche, la sensation de saleté est encore très forte, comme si je m'étais pas du tout lavé les mains et à ce moment-là, la seule chose que je trouve à faire, c'est de prendre mon rasoir et de me dire: «Bah, puisque le savon ne suffit pas à enlever la sensation de saleté et ben je vais l'enlever physiquement». C'est-à-dire que je prends mon rasoir et je me coupe le bout des doigts. Pas jusqu'au sang, l'idée c'était simplement de gratter pour enlever, la peau, mais pour que la peau puisse se gratter, pour que la peau qui avait été en contact avec, l'objet contaminé, ne soit plus là. Je me vois en train de me couper les doigts et me dire: «Mais demain ce sera quoi les veines, quelle sera la fin?»
Là, je prends conscience que c'est pour moi qu'il faut que j'aille voir le psy et pas tellement uniquement pour, sauver mon couple. C'est-à-dire que là, il y a une chute libre qu'il faut enrayer. Je touche le fond, il faut réagir. Quelques jours après cet épisode, arrive la date du rendez-vous avec le psychiatre. J'avais pris le premier rendez-vous de la journée à 7 heures du matin parce que, comme je travaille, je voulais pas qu'il y ait un risque de retard et donc je me retrouve à partir en pleine nuit. J'arrive dans le cabinet du psychiatre, assez sympathique et la première séance, c'était une séance de diagnostic et je lui dis: «Bah, j'ai un TOC». Donc je lui décris des symptômes. Il écoute, je parle tout seul pendant 5 minutes et il dit: TOC d'intensité, moyenne. Il a pas l'air particulièrement, ému par, mon cas, donc ça doit pas être si grave que ça. Donc il y a un peu ce double, sentiment. Je ne suis pas un cas désespéré, donc presque un peu vexé et en même temps rassuré parce que bon, bah, il doit voir pire. La suite de la séance, il m'explique le principe des traitements. Il me dit qu'il y a 2 manières qui peuvent être complémentaires de se sortir, du TOC. C'est d'une part, en première intention, ce qu'on appelle une thérapie comportementale et cognitive. Il rentre pas dans le détail de ce que c'est, mais je prends note et éventuellement la prise d'antidépresseurs. Les 2 pouvant, aller de pair. Cette première séance, elle est assez neutre finalement. Ça déclenche pas un électrochoc et je me dis: «Bon, je vais peut-être gagner un sursis vis-à-vis de ma copine». Voilà, ça y est, j'ai pris les choses en main, je sors de ma première séance, donc ça va vers le mieux. On est fin septembre, il est tellement sollicité que la prochaine séance, c'est fin octobre et là, par contre, ce que je fais, c'est que je prends 10 rendez-vous à la suite. Peu de temps après la première séance chez le psy, la situation avec ma copine se calme un peu et on arrive à avoir des conversations à peu près apaisées. Et au cours d'une de ces discussions, on est tous les 2 d'accord pour dire qu'il est mieux qu'elle reparte vivre dans l'appartement de ses parents parce que le quotidien dans notre appartement, n'est plus possible. Le problème, c'est que à partir du moment où elle s'éloigne de moi, physiquement, on s'écrit moins et donc il y a une distance qui s'instaure entre nous et moi j'attends, le deuxième rendez-vous, j'essaye de contenir un petit peu, de sauver les meubles en fait, mais je sens voilà une distance, avec elle, on se voit très peu et en général quand on se voit, c'est quand elle vient récupérer des affaires, pour, les ramener dans l'appartement de ses parents. Le 20 octobre 2019, c'est un dimanche soir, c'est aux alentours de 18 heures. Il fait nuit déjà et c'est un des soirs où elle vient récupérer justement ses affaires pour, la semaine, et on a une discussion et là, de manière très franche, elle dit: «Je préfère te dire que j'envisage de plus en plus et de plus en plus sérieusement de te quitter. Ça fait 3 ans et demi qu'on sort ensemble. Je ne panique pas, parce qu'au fond, elle ne fait que verbaliser quelque chose que je sais, que je sens, qui me semble, inéluctable. On finit la discussion de manière apaisée, ça n'amène pas une crise. Quand elle quitte l'appartement, il faut agir. Et là, donc, je prends, mon ordinateur, je fais des recherches approfondies, d'abord sur, ce qu'est le TOC, sur le fonctionnement du TOC. Je comprends beaucoup de choses et je me dis: «Mais comment ai-je pu attendre aussi longtemps?» Les TOC ont démarré en 2007, on est en 2019. Ça fait 12 ans que je souffre de TOC. C'est la première fois que je fais une recherche, Google sérieuse sur le sujet et je fais des recherches approfondies sur la thérapie comportementale et cognitive dont m'avait parlé mon psy, et au fil de mes recherches, ça m'amène sur quelques émissions et il y avait une émission qui avait l'air bien montée, c'est Mille et une vies, une émission de Frédéric Lopez où il y a un témoignage qui dure 1h30 d'un ancien, malade, de TOC et qui raconte son parcours et je regarde cette vidéo, je la re-regarde. Je comprends, en écoutant ce témoignage, le mécanisme du TOC, que finalement, le TOC, ça part d'idées qu'on ne contrôle pas, qui sont ce qu'on appelle les obsessions, qui ont 2 caractéristiques par rapport à des personnes normales, c'est que ce sont des pensées qui génèrent beaucoup d'angoisse et qui ne partent pas. Et face à ces pensées qui génèrent de l'angoisse et qui ne partent pas, ben, la personne malade, elle met en place ce qu'on appelle des compulsions, on en parle aussi de rituels, qui ont pour but de chasser cette angoisse. Le problème, c'est que plus vous faites votre compulsion, donc là je fais le lien avec mon propre cas, plus je me lave les mains, plus ça renforce l'idée que le chargeur est contaminé. C'est la compulsion, c'est le rituel, l'acte que vous faites pour neutraliser l'angoisse, en fait, qui nourrit l'angoisse. Et c'est un cercle vicieux, et par des phases de fatigue, de stress, le rituel, la compulsion devient de plus en plus longue, complexe. Typiquement, mon cas quand j'étais en prépa, avec le stress des concours qui m'amenait le rituel de 1 lavage à 3 lavages à 5 lavages. Et donc, je comprends tout ça. Et là, ça me donne une clairvoyance sur mon propre cas. Et donc, je comprends ce mécanisme-là du TOC et je comprends que la TCC, la thérapie comportementale et cognitive, consiste à s'exposer volontairement à une situation qui donne envie de faire une compulsion. Typiquement, je vais m'obliger à toucher un chargeur et je vais m'empêcher de me laver les mains. Je vois le travail qu'il va falloir que je fasse et je vois le chemin. Il y a des techniques qui vous apprennent à gérer votre angoisse, à gérer tout ça. Là, je viens simplement de comprendre
que je vais perdre ma copine, que c'est une question de jours. Donc, je peux pas attendre 2 ans que ça aille mieux. Il faut que ça aille mieux tout de suite. Et donc, je comprends qu'il y a qu'une manière de faire, c'est prendre le taureau par les cornes et de combattre le mal par le mal. Je vais dans le dressing de notre appartement où toutes mes chemises sont en boule dans un sac. Je prends le sac, je prends les chemises à pleine main et je les mets dans mon lit. C'est d'une violence indicible. Je me mets sur toutes les chaises, sur le canapé. L'objectif étant de contaminer l'appartement radicalement le plus possible. En revanche, je ne dors pas la nuit. Je m'oblige à rentrer dans mon lit avec une chemise. Et donc, je contamine tout l'appartement avec les chemises que je les jette partout. Enfin, je me lave pas les mains, je m'empêche de me laver les mains. Donc, j'ai une sensation physique d'inconfort épouvantable. Mais en même temps, arrive à ce moment-là une sensation qui est très forte à vivre. Ça y est, le premier pas, il est fait. Ça y est, je suis en train de briser les chaînes. Ça va être très dur, ça va être très long. Mais il y a quelque chose d'irréversible. Je décide quand même d'aller au travail le matin, en chemise, costume, ce que j'avais pas fait en allant simplement au bureau depuis très longtemps. Je travaille en banlieue, une trentaine de kilomètres de Paris, et je sais qu'il n'y a pas très loin un grand centre commercial. Il y a l'idée qui se forme au cours de la journée que après le travail, je vais aller dans ce centre commercial, je vais aller au rayon chemise et je vais toucher toutes les chemises du magasin. Et donc, je pense à ça toute la journée. À 18h pétante, je prends mes affaires et je m'en vais et je vais dans ce magasin, ce que je ne pouvais plus faire, hein. Même m'approcher d'une chemise neuve, je ne pouvais plus le faire. Et je touche vraiment toutes les chemises une par une. Je les mets même contre mon visage, qui est une partie du corps aussi qui devait être pure. Et donc, vraiment, je me souille complètement. Le plus possible, le plus brutalement possible. C'est une sensation, le sentiment de se libérer de quelque chose qui pesait sur moi depuis trop longtemps et que ça y est, j'ai enfin trouvé la méthode, j'ai enfin fait ce qu'il fallait pour m'en sortir. Et donc, l'image que j'ai de moi-même s'améliore finalement d'un seul. Ça me donne la force de supporter le mal-être qui part pas du jour au lendemain, du contact de ces chemises. Le mardi, je retourne au travail, je dors pas beaucoup plus, donc je reste très fatigué et je ressens le besoin d'en parler. J'appelle une amie très proche et on passe la soirée ensemble et les mots arrivent et je me rends compte que ce que je trouve chez cette amie, c'est d'une part une grande bienveillance, une empathie et une compassion. J'ai compris ce qu'était le TOC, même s'il s'est passé très peu de jours, et je me libère, ça me libère et ça me renforce. En rentrant de ce dîner avec une amie, je passe devant une supérette qui était ouverte. Et quand je passe devant ce magasin, je vois le rayon de l'alcool, du vin, et je dis, bon ben voilà, je continue cette logique d'exposition et je vais acheter des bouteilles de vin. J'ignore pourquoi, j'avais un problème plus avec les bouteilles vides que pleines. Et donc, je prends une bouteille que je vide dans mon évier et je la mets en contact avec tout l'appartement. Le lendemain, donc le mercredi est une date importante parce que le soir, ma copine a son cours d'équitation. Là aussi, l'idée germe en moi, je vais aller la voir faire du cheval sans lui dire, en costume, en chemise. Je me mettrai dans les gradins, je partirai avant la fin du cours, je veux qu'elle me voie en chemise, pour qu'elle voie finalement les efforts que je suis en train de mettre en place. Avant, je vais acheter des fleurs et je m'installe dans le manège. Arrive le moment où elle me voit et là, son visage se décompose. Mais c'était pas un sentiment de joie. Je comprends que c'est fini. Je reste 20 secondes et je m'en vais. Je laisse le bouquet de fleurs sur le pare-brise de sa voiture. Alors je laisse un mot, je me bats. Et les 2 jours qui suivent se passent comme ça. Toujours dans cette volonté de ma part de m'attaquer au problème, de m'exposer, d'empêcher le rituel. Et le vendredi, fin de semaine, je suis au bureau et en fin de journée, je reçois un texto de ma copine qui dit est-ce qu'on peut se voir demain? Quand je reçois ce message-là, c'est fini. Là, il manque que l'annonce, mais elle me quitte. Je sors, il y a un grand parc dans mes bureaux. Je fais quelques pas, je remonte et je vais voir mon supérieur. Je dis il faut que je te dise quelque chose. Et en fait, dès qu'on sort, je fonds en larmes parce que là, c'est l'épuisement de la semaine où j'ai pas dormi, où j'ai fait des efforts, mais presque surhumains, que j'aurais pas cru possible une semaine avant. L'imminence de la rupture fait que je m'effondre et je lui dis toute l'histoire en condensé. En 20 minutes, on fait un tour du parc. Réaction remarquable de mon supérieur. Prends tes affaires, on verra lundi la suite. Donc, passé ce choc, je reprends ma voiture et je me dirige vers là où travaille ma copine. Et on se retrouve finalement à mi-chemin. On a une discussion qui est très longue, assez belle, bien que douloureuse. Mais la conclusion, c'est que c'est fini. Et là, je me retrouve, bon ben voilà, ça y est, le mur, je l'ai pris. Et donc, je remonte Montmartre, très triste, abattu, et je dis, bon, voilà, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que tu as ça. Tu as commencé, il faut évidemment continuer. Il faut poursuivre. Tant pis, je viens de perdre ma copine. Pour autant, le combat, il est commencé, il faut le gagner.
Finalement, le moteur jusque-là des efforts que je faisais, qui était la peur, s'est transformé en un autre moteur qui est encore plus fort, c'est la volonté. Et le lundi matin, je retourne au travail, je vais voir le médecin du travail, je passe 1 heure avec lui et il me dit: «Allez voir votre médecin généraliste et faites-vous arrêter le temps qu'il faut». Je vais voir mon médecin généraliste, il m'arrête 1 mois. Je prends la décision d'appeler mes parents et de dire: «Je viens d'être arrêté 1 mois, demain je descends». J'avais pas été depuis 3 ans chez mes parents parce que c'est chez eux que les TOC avaient commencé et y aller était trop difficile. Le fait même d'aller chez eux est une exposition importante à part entière. Eux me parlent beaucoup du divorce, mais moi je sais que le divorce n'a finalement été que l'élément déclencheur, qu'aujourd'hui finalement, les TOC qui m'empoisonnent la vie au quotidien n'ont plus rien à voir avec le divorce. Et cette semaine dans le sud me fait beaucoup de bien. Je rentre pour ma 2e séance chez le psychiatre. Que de chemin depuis la première séance. J'explique que même si j'ai perdu ma copine, je veux quand même m'en sortir, que j'ai commencé la TCC tout seul, trop violemment et il constate que j'avais bien travaillé quand même, que je m'étais bien renseigné et donc on a très vite des discussions assez sérieuses et poussées. Et il y a quelque chose de très important, c'est que dans la TCC, il y a le volet comportemental que je faisais, il y a aussi l'aspect cognitif. Un jour, le psychiatre me propose de démarrer une de nos séances par un exercice un peu spécial. On va faire un exercice, tu vas prendre une feuille et un stylo et tu vas écrire: «Je souhaite de toutes mes forces que mon psychiatre décède avant la fin de la séance». Je regarde, je dis: «Mais ça va pas?» Elle me dit: «Si, si, non, je suis pas à l'aise en écrivant cette phrase». Elle dit: «Mais vous imaginez, si jamais vous mourrez?» Et on parle et à la fin, elle dit: «Bah, vous voyez, je suis pas mort». Je lui demande: «Mais c'est quoi cet exercice?» Il dit: «Bah, ça vous a aidé à comprendre que vos pensées n'ont pas d'impact sur le réel. Ça les fait pas partir, hein. Ça fait pas partir la pensée de comprendre qu'elle est absurde. Mais quand je m'expose, je suis conscient que mon TOC est une construction mentale qui n'a pas de réalité. Plus j'arrive à ne pas faire mes rituels de lavage, plus je prouve à mon cerveau qu'en fait, il y a aucun risque s'il a touché un chargeur à pas se laver les mains». Pendant le mois que dure mon arrêt maladie, je fais des séances régulières avec le psychiatre et j'utilise le reste de mes journées à faire les exercices qu'on définit ensemble et à voir mes amis. Et c'est à cette période que je fais une sorte de coming out de TOC auprès de mes amis les plus proches et je prends le temps individuellement de leur dire tout ce que j'ai vécu, de leur expliquer les raisons de la rupture parce qu'il y en avait beaucoup d'amis communs qui ne savaient pas. Et donc c'est une phase intense. Intense parce que je prends les choses en main, je m'ouvre d'une part importante de ma vie à mes amis et je vois surtout les premiers progrès qui arrivaient au bout de quelques semaines. Je parle de progrès, je ne dis pas que ça ne part pas complètement, mais je vois la direction. Cela étant, à la fin du mois d'arrêt maladie, je me sens pas capable de retourner au travail. Plus les progrès arrivent au niveau des TOC et plus la douleur de la séparation arrive. On réapprend à se connaître, on reteste une liberté. Je constate que je retrouve avec les progrès une sérénité d'esprit très précieuse et que le TOC m'interdisait. Je suis beaucoup plus libre, beaucoup plus serein quand je suis avec des amis. Je ne crains plus le moindre événement extérieur qui pourrait amener une obsession forte et donc le besoin de faire un rituel. C'est une période de renaissance. Quand l'arrêt maladie arrive à son terme, se pose la question de reprendre le travail. Nous avions, avec mes collègues qui savaient, on avait défini une stratégie. On ne dirait pas la vérité à mes collègues. En revanche, les ressources humaines sont informées, la direction générale est informée et on se met d'accord sur une forme de pacte où je reviens, mais vous n'attendez pas grand-chose de moi, au moins dans un premier temps. Quand je reviens au travail, je remets des chemises tous les jours, sans veste. On commence à espacer les séances avec le thérapeute. Je le vois quand même assez fréquemment, mais on commence à espacer. 1 an après avoir commencé, la TCC, on ne se voit plus qu'1 fois par mois et 1 an presque jour pour jour après la première séance, il dit: «Nos séances commencent à ressembler à des visites de courtoisie» et je n'ai plus repris de séance. J'ai un sentiment de culpabilité quand même vis-à-vis de moi-même, que je ne me pardonne pas d'avoir perdu autant de temps, de m'être autant gâché et donc je ressens le besoin, mais est-ce que finalement je peux pas mettre toute cette histoire au service d'autres personnes qui auraient ce problème? Pour leur dire: «Bah, n'attendez pas de vous faire quitter, n'attendez pas de perdre votre travail». Je découvre qu'il existe une association qui s'appelle l'AFTOC, l'Association française des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, qui organise notamment des groupes de parole et je découvre qu'il y en a un à Paris. Et donc je me suis rendu à un groupe de parole à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et je découvre, un monde de gens qui vivaient ce que j'avais vécu. Et il y avait, un membre, un bénévole et j'ai dit: «Bah, moi j'aimerais m'engager aussi dans cette association» et c'est ce que j'ai fait. Je me considère comme rétabli.
Je me surveille, je connais trop la mécanique, du TOC pour savoir que ça pourrait revenir. Mais finalement, cet engagement, d'une part, me permet de me racheter vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que dès que je le sentiment d'aider quelqu'un, c'est un sentiment qui m'aide à me pardonner des propres erreurs que j'ai eues dans mon cas personnel. Si je veux être pertinent en parlant à des gens qui souffrent, ça m'oblige à une exigence de moi-même vis-à-vis de moi-même et donc d'être très vigilant où, je pourrais ressentir le besoin de faire un lavage de mains. Aujourd'hui, je regarde ça presque en souriant, en disant: «Non mais je sais trop bien que si jamais je fais un lavage de mains, je vais replonger». Je crois qu'aujourd'hui, il y a un tabou sur le TOC, mais plus largement sur la maladie mentale, sur la santé mentale, sur les troubles psychiques et je pense qu'il est important que le grand public, soit éduqué sur le sujet. Surtout pour le TOC, le mot est un peu galvaudé. Le TOC, c'est dans le langage courant, les gens ne se représentent pas la souffrance que c'est. Aujourd'hui, le TOC, ça fait partie de mon histoire. Le TOC, c'est pas un trait de caractère. Ça a été une page de mon histoire. C'est la page de l'histoire de beaucoup de gens. Beaucoup de gens l'ont. Et aujourd'hui, j'assume. C'est-à-dire, je n'ai plus honte d'en parler. J'ai eu honte pendant très longtemps. Pendant 12 ans, je n'en ai parlé à personne. Et je ne me l'avouais pas à moi-même. Aujourd'hui, j'assume cette part. Et je pense que ça aiderait les gens de savoir que, bah oui, ils n'ont pas à en avoir honte, qu'il faut qu'ils en parlent, qu'ils prennent le temps d'en parler, d'expliquer toute la souffrance qu'ils ressentent à des personnes bienveillantes qui sauront l'écouter. Et que ces personnes, peut-être, souffriront moins longtemps en silence, oseront s'ouvrir, seront mieux pris en charge. Je pense que ça aide les gens de voir qu'il y a des personnes qui assument finalement cette part de leur vie. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 298, un témoignage recueilli par Louise Nguyen. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage et habillage musical, Mona Delahaye. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.